Bienvenue dans le Vendée Mag. La course est lancée à pleine vitesse vers l'équateur. Retour sur les premiers jours de cette régate. Avec Vincent Rioux, vainqueur de l'édition 2004, nous tenterons de comprendre ce qui rend Charlie Dalin si fort. Enfin, dans la rubrique Inside, nous plongerons dans la foule des Sablais qui ont vécu ce départ extraordinaire sur les quais de la Chaume. 5, 4, 3, 2, top départ Vendée Globe 2024. Dimanche 10 novembre 2024, à 13h02, Alain Leboeuf, le président du Vendée Globe et du département de la Vendée, a libéré les 40 concurrents de cette 10e édition du Tour du Monde en solitaire. This is day one of the Vendée Globe! Here we go! Allez. Yes. Putain, c'est bon. Ce sont probablement les dernières personnes que je vois. Et maintenant, nous sommes officiellement seuls. Et nous voilà partis pour 3 mois. Seul absent de cette grande fête, le vent. C'est donc au ralenti que la course à la voile la plus dure au monde a été lancée. Un tout petit temps au large des Sables d'Olonne, à peine 5 nœuds, à peine de quoi gonfler les plus grandes voiles de ces 40 IMOCA. Les foilers, d'habitude si impressionnants à pleine vitesse, sont comme des albatros, patos et sans muscles. Leurs foils traînent dans l'eau, les freinent, et les bateaux à dérive leur chipent la vedette. C'est Benjamin Ferré qui coupe la ligne en tête. Konrad Coleman, empêtré dans ses boots, franchit la ligne avec 1 heure de retard. Ensuite, ces vents évanescents offrent aux 40 femmes et hommes un sas de décompression pour digérer cette déferlante d'amour et d'émotion qui les a submergés au moment de descendre une dernière fois sur le ponton, de poser leurs pieds sur leur bateau et de prendre le large. Nous allons accompagner ces dernières minutes le départ de ces femmes et de ces hommes ordinaires qui s'en vont faire l'extraordinaire. On va avoir une fête qui va être merveilleuse, de l'adrénaline dans le sang de chacun de nos skippers. Surtout un élément à te remercier. Voilà, merci beaucoup. Merci. Dimanche matin, à l'aube naissante, Charlie Dalin est le premier à quitter le ponton des Sables d'Olonne. Premier sorti, premier rentré. C'est ensuite une succession déchirante de séparations et d'au revoir des skippers à leurs proches et leurs familles. Je vois tous mes amis réunis, ma famille, les gens, c'est fort quoi. Faut que les émotions s'expriment, c'est une bonne façon de montrer qu'on est des humains au final. Hein. C'était mon rêve d'être ici et c'est si particulier. Cela me bouleverse. C'est vraiment un moment très spécial. Juste amener ce bateau et cette équipe sur la ligne de départ aujourd'hui, ce sont 3 années de travail acharné. J'ai une machine incroyable, j'ai des partenaires merveilleux, j'ai une équipe de ouf. Je suis très fier, je suis très heureux d'être là. Tu fais attention, tu rends son fantôme. Oui, c'est cool. On a réussi. Et voilà, on va profiter maintenant. Quand je serai sur la ligne de départ, vous allez faire une belle fête en famille. Et moi, quand je serai sur le bateau, ça va beaucoup m'aider. De savoir que vous faites la fête tous ensemble, que vous vous amusez. Moi, ça me donne de l'énergie. Je vous aime à la folie. Maintenant, je vais faire ce que j'aime le plus au monde après être avec ma famille, c'est naviguer.
ça qui est dingue au Vendée, c'est de passer de tout ce monde, cette euphorie, à juste se concentrer dans la régate. 400 000 personnes forment une haie d'honneur sur le chenal des Sables d'Olonne pour saluer ceux qui partent pour 3 mois en mer dans une communion d'une intensité étonnante. Beaucoup d'émotions aujourd'hui. Hein. C'est pas rien cette sortie des Sables d'Olonne. Mais voilà, on va se mettre dans la régate doucement. Pour l'instant, ça se passe bien. C'est du beau temps, une nuit normalement calme. Et ça va être une bonne chose pour se mettre en route. Je suis en train de vivre mon premier coucher de soleil du Vendée Globe 2024. Il est plutôt magique. La première nuit est passée à chercher les moindres souffles de vent et à tenter de s'extirper du vent faible. Charlie Dalin accélère. Grâce à des trajectoires tirées au cordeau, plus rapides sur chaque bord de cette descente dans du vent moyen, il prend la tête du classement lundi en début de matinée, devant Sébastien Simon et Sam Goodchild. À bord, on multiplie les empannages et on se prépare à réduire la toile en vue du coup de vent annoncé sur le passage du Cap Finistère. En stratégie, il faut préparer le virage espagnol et son passage un peu technique, avec une autoroute de cargo et de trafic commercial à traverser ou à contourner. C'est le premier choix cornélien de la course, intérieur ou extérieur, quel gain, quelle perte. Les marins s'interrogent, tant que le calme leur laisse le temps de réfléchir. La nuit qui nous attend, ça va être autre chose, ça va être beaucoup plus monté, avec plein d'actions, plein de croisements, avec des difficultés, ça c'est clair. J'ai hâte d'avoir passé le Cap Finistère, le rail des cargos, et puis aussi les 2 jours qui vont suivre, qui vont être assez vantés aussi. Ça va pas être de tout repos, ça va être humide. Le premier test arrive. Les skippers sont secoués par ce premier coup de vent. La mer est courte, avec un fort courant dans le nez. C'est la première nuit agitée de ce Vendée Globe pour les marins. Il faut manœuvrer et changer de bord en permanence pour raser la Corogne et la pointe de l'Espagne, comme un skieur attaque un piquet de slalom. Oh, le merdier, pas encore. J'en peux plus là. Allez, il va falloir qu'on remonte tout ça et qu'on reprenne notre route. Voilà, ça s'appelle un départ à la bâtée. De bon matin. Voilà, maintenant on va essayer de récupérer ça. Il y a 35 nœuds. Allez, on va essayer de pas déchirer de voile. On va essayer de remettre le bateau droit et de reprendre notre route. Hop là, bon alors on est sous l'eau, hein. Il y a une mer de queue. Au final, le vent est très fort. Là, il y a toujours 38 nœuds. Mais il y a un joli lever de soleil. Ça, c'est pas mal. C'est sympa quand le jour se lève et qu'on commence à
Voilà, revoir le bateau alors qu'on est dans le noir depuis des heures. En queue de peloton, Xu Jingkun souffre le martyre. Le marin chinois s'est fait une entorse à la cheville. J'ai trouvé cela. Je vais fixer ma cheville avec ça. C'est horrible. Demain, le vent va se lever, mais j'ai du mal à marcher. Il faut que je fasse attention. C'est immobilisé. C'est pas terrible. Maxime Sorel est lui aussi victime d'une entorse. Peinant à réduire sa grand voile, il est monté dans sa baume et a été déstabilisé par une vague, se blessant à la cheville. Son problème de hook de grand voile le contraint à monter au mât. Je suis pas monté hyper haut, mais à la moitié du mât. Et ça a servi à rien en fait. Je me bataille depuis 2 jours avec cette grande voile. Là, elle est à 3 ris et en fait le chariot il est cassé, donc ouais, je sais même pas ce qu'il faut faire. Putain, mais on s'est trop bien préparé pour avoir des merdes comme ça depuis le début, c'est pas possible, putain. Sorel tente de rallier l'île de Madère pour se mettre à l'abri et tenter de réparer. Voilà un premier outsider au tapis, compté par l'arbitre. Les croisements se multiplient. Charlie Dalin et les ténors de la flotte serrent le virage à la corde et restent à l'intérieur sur un étroit passage entre l'autoroute des cargos et la terre, une route plus courte, mais qui les oblige à beaucoup de manœuvres toute la nuit. Certains ne souhaitent pas encore mettre autant d'énergie dans un gain qui apparaît minime et passent au large pour s'économiser et prendre moins de risques avant de prendre du sud. Le seul à pousser l'option à l'ouest, c'est Nicolas Luneven. S'il perd du terrain sur le moment, le skipper fait un choix à moyen terme, se dit-on. Tiens, voilà un courageux qui fait le premier choix divergent de cette course. Mais on apprend par la suite que cette route est certes volontaire, mais aussi ralentie par une casse mécanique. J'ai le palonnier d'un serpent qui s'est arraché. Il y a un bout qui a réussi à se prendre dessus. Donc je suis obligé d'arrêter le bateau pendant un moment pour bricoler. Donc ça m'a pas non plus aidé. Je pense qu'en 2-3 heures j'étais à l'arrêt. Et voilà, et après le temps de tout remettre en route, j'ai perdu pas mal de temps. C'est le deuxième outsider en difficulté qui cravachera ensuite pour recoller et battre sur ce bord le record de distance parcourue en 24 heures en solitaire et en monocoque, portant la distance à 546 000, soit 1011 km. Mardi matin, Sam Goodchild, plus à la côte, joue avec la courbure du vent et prend la tête à Charlie Dalin. Les écarts en latéral s'étirent, la flotte se distend. Les plus à l'est sont Louis Burton, Yannick Bestaven et Boris Herman qui naviguent à vue à l'approche de Gibraltar. Tous devraient se recentrer pour passer Madère. Louis Burton de Rovalet, on peut voir son rapport avec Boris Herman derrière là-bas. On va toujours de l'air et en avant. Là. Le long du Portugal. À l'est, le vulnérable Thomas Ruyant se recale progressivement sur la route médiane, mais fait face à une voie d'eau dans sa soute avant. Les eaux vont très vite. Et vous voyez là, je m'accroche. Vivement que je répare mettre ma petite voie d'eau là et puis voilà, tout va bien dans le match. Au cœur du match, ils le sont depuis le départ. Systématiquement dans le top 10, Jérémy Bayou et Sébastien Simon s'accrochent eux aussi au tempo très soutenu de la tête de la course. À l'ouest, Johan Richaume, vexé de son mauvais lundi noir, a rallumé la chaudière. Cherchant du vent fort, il est remonté au classement en première position mercredi matin, à moitié rassuré par son audace. Là, au passage du finissage, j'ai vraiment cravaché. Voilà, j'espère pas avoir pris de gros risques avec le bateau. Voilà, il y a quand même 30 nœuds là encore, et 45 de cette nuit.
Voilà, j'essaye d'avoir un rythme un peu plus Vendée Globe, un peu plus coulé. Mais c'est pas évident, le bateau accélère dans les vagues pas mal. Il finit par planter là comme on vient de faire. Content de la position, d'être revenu sur Charlie, on va pas le laisser partir. Au cœur de la flotte, en tête des bateaux à dérive, 2 hommes ne se quittent plus. Benjamin Ferré et Jean Le Cam réussissent un bon début de course de concert. Avec Konrad Kollmann, à la faveur des classements et des bords, au classement général, il flirte avec la 15e place. La régate planétaire est lancée. Poussée par le vent, la flotte poursuit sa cavalcade vers l'équateur. Plusieurs bulles sans vent sur le chemin devraient redistribuer régulièrement les cartes. On l'a vu dès dimanche après-midi, Charlie Dalin a impressionné par la justesse de ses placements sur le terrain de jeu, par son efficacité en termes de manœuvre, à la fois économe et efficace donc sur le terrain de jeu. Il a rapidement imprimé le tempo de la tête de flotte, même si celle-ci est revenue ensuite sur lui le long des côtes espagnoles. Avec nous pour en parler aujourd'hui, c'est Vincent Rioux, vainqueur de l'édition 2004. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors pourquoi Charlie Dalin est-il aussi fort et efficace ? Parce que Charlie, c'est un grand travailleur déjà. Et puis Charlie, il est venu là pour prendre sa revanche et je pense qu'il va rien lâcher. Non, pour en revenir à ce départ, il faut clairement dire que Charlie Dalin a un bateau qui est certainement le meilleur, on va dire, dans la transition de décollage de ces bateaux-là. C'est-à-dire qu'il a un bateau qui est assez typé. Il faut savoir qu'ils ont tous fait des choix stratégiques dans la conception de leur bateau. Et lui, il a voulu un bateau polyvalent qui démarrait très tôt. Et aujourd'hui, quand le vent rentre, comme ce qui s'est passé dans la soirée de dimanche à lundi, et pour les gens qui ont l'habitude de le voir naviguer, c'est pas étonnant de le voir décoller en premier, de réussir à faire le break rapidement. Voilà, il a optionné beaucoup sur le temps médium dans la conception de son bateau et c'est clairement ce qui a payé. En plus du fait que, comme je vous l'ai dit au début, c'est un grand travailleur, c'est un gars talentueux et qu'il est là pour prendre sa revanche. Donc il ne va rien lâcher. Alors sur l'engagement justement qu'il met dès le début de la compétition, c'est lui qui imprime le tempo, c'est lui qui oblige ses adversaires à se caler sur son rythme à lui. Qu'est-ce que vous en pensez ça, de cet engagement tout de suite? On a vu qu'au moment du passage du DST, certains comme Yannick Bestaven par exemple choisissaient de passer à l'extérieur parce que entre la DST et la côte espagnole, ça impliquait beaucoup de manœuvres et physiquement beaucoup de débauche d'énergie. Est-ce que ça vous surprend ce choix de placer le curseur assez haut tout de suite? Ah non, ça me surprend pas du tout. Ça veut dire qu'il est très confiant en sa capacité à bien manœuvrer son bateau. Il a une bonne préparation, il a une forte confiance en lui et il a tout intérêt d'imprimer la cadence dès le départ. On voit que cette première partie de course entre les Sables d'Olonne et l'Équateur, à part au passage du Cap Finistère, va être marquée par beaucoup de vent médium. Et c'est clair que pour un bateau comme Massif Santé Prévoyance, c'est l'occasion de faire le break. Donc, je pense que dès le début, il imprime une cadence élevée parce que voilà, il sait que la course, elle peut se gagner à tout moment et elle peut se gagner sur le premier tronçon si on arrive à faire le break dans l'Atlantique Nord. Et alors, pourquoi ce bateau va si vite au médium par rapport aux autres qui sont plus typés portants pour le Grand Sud? Il va vite dans le médium comme ça, déjà parce qu'il a une carène qui est assez plate, qui est assez tendue dans le sens longitudinal, donc une carène qui ne traîne pas beaucoup aux basses vitesses. Et après, il a des foils qui sont fins, qui sont des foils qui sont assez différents. Il y a Guillaume Verdier, l'architecte de ce bateau-là, il fait des foils un peu plus fins que le reste de la flotte, un peu plus souples, des foils qui régulent pas mal en ventilation. Alors que les autres architectes ont fait le choix de faire des foils un petit peu plus raides, un petit peu plus épais, qui eux, en général, régulent l'assiette du bateau par leur géométrie. C'est-à-dire que plus le bateau monte, moins il y a de foils immergés. Et c'est ça qui fait la régulation. Enfin, voilà, c'est des choix architecturaux qui
sont intéressants à suivre aujourd'hui, mais voilà, qui lui donnent un petit avantage. On avait bien vu sur les courses de préparation ainsi que sur les stages d'entraînement que c'était un point fort de son bateau et que ça lui permettait assez facilement dans les conditions de décollage comme ça de faire la différence sur ses concurrents. Et puis c'est aussi que c'est dans cette descente de l'Atlantique qu'avec ce bateau, il peut faire la différence sur les autres pour arriver le plus vite possible dans les 40e. C'est ça l'idée générale, on va dire, de cette descente de l'Atlantique. L'idée de la stratégie des uns et des autres, c'est que y a dans les générations de bateaux 2024, là on va parler des derniers bateaux, il y a des bateaux comme Paprec Arkea ou Vulnérable, le bateau de Thomas Ruyant, ainsi que le bateau de Boris Herman, qui sont des bateaux très typés portants, très typés mer du Sud, qui vont être très efficaces dans les conditions ventées des océans australes, mais qui pour réussir à avoir ces qualités-là, ont dû sacrifier un peu de performance aux basses vitesses, au temps médium, que sont la descente et la remontée de l'Atlantique. Donc forcément, Charlie ne va pas avoir la même stratégie que ses concurrents qui ont des bateaux typés différemment. Lui, il va essayer de faire le break sur la descente de l'Atlantique parce qu'il sait qu'il a un vrai avantage de performance pour essayer idéalement, hein, ce n'est pas quelque chose qui se fait facilement, mais de rentrer avec un système météo d'avance sur ses concurrents dans les océans australes. Voilà, ils vont avoir des jeux différents. C'est sûr que voilà, lui, il va avoir facilité à monter le curseur dans ses 3 premières semaines de course et je pense qu'il ne va pas s'en priver. Merci Vincent. Pour terminer ce Vendée Mag, nous allons revenir sur le chenal des Sables d'Olonne. Nous l'avons vu, toute l'attention était portée sur les pontons dimanche matin. Nous sommes allés nous promener du côté de la Chaume, sur les grandes tribunes, le COP devrais-je dire, de ce stade génial, avec des milliers de spectateurs qui s'étaient massés là dès l'aube. Ça commence à monter, ça commence à être un peu chaud, de voir 250 000 personnes qui vont acclamer les skippers par leur nom ou leur pseudo, et voilà quoi. C'est ça la magie du Vendée Globe. Ils vont arriver de là, le large est là, et là c'est super. On a une vue extra. C'est des héros, quoi. Non, mais à faire au moins une fois dans sa vie. Bonjour, cookies gratuits, est-ce que vous en voulez? Un obstacle parfois pour l'évolution du bateau. Je viens de Brive-la-Gaillarde en Corrèze. C'est mon premier Vendée Globe. Une première expérience qui est incroyable parce qu'on a une ambiance là sur le chenal qui est vraiment qui réchauffe le cœur avec des coureurs qui sont proches de leur public. Je viens de Nancy, donc on vient de loin. Ça fait plaisir, des coureurs comme Maxime Sorel qui sont là, qui sont proches de leur public, c'est exactement comme il le disait. Une bonne ambiance, des holas. Pour l'événement, donc j'ai un rétroprojecteur, le passage du chenal, bien sûr, retransmis. Tous sablés qui se respectent, le Vendée Globe, c'est énorme, quoi. On vit Vendée Globe, on aime la voile, on aime le bateau, on aime le skipper, on aime le marin et l'aventure aussi.
souhaite un très bon vent à tous. Ouais, de tout cœur, profitez, c'est super. Le public était ravi de vous voir et on vous souhaite plein de bonheur sur les bateaux. Bravo, bravo. Bon courage, bon courage. La Belgique, on fait bon vent, santé, et comme on dit chez nous, on en a une à l'arrivée. Merci à vous tous. Merci, ouais, c'est génial. Vai alla grande, Pedote. Ciao a tutti quanti, buon vento. Bon vento. Bonne chance, Violette d'Orange. J'espère que tu vas être première. Bon voyage autour du monde. On les reverra quand ils seront tous rentrés. Jérém, cette fois-ci c'est la bonne. Mais Max, compte sur toi aussi. Hein. Bonjour Thomas et bon vent de Laurent de Dunkerque avec le chapeau qui sera aussi à l'arrivée. Team pour Charlie. Préparez-vous les gars, la relève arrive. Bon voyage. Bon courage.